Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Alors comme dans un roman sombre, Jack Lang, le prince de l'ambition, tombe. Quel acte j'ai commis au cœur. C'est la piquette, Jack. Après avoir vécu pendant des décennies hors des règles communes. Je ne crains rien. Détendu. Je me sens blanc comme neige. Pétition signée par Jack Lang en faveur des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 15 ans. Oui, mais en tout cas, je n'étais pas seul. Peut-être ai-je fait une bêtise. Tu sais pas jouer, Jack. Jamais reçu le moindre centime de M. Epstein. T'es mauvais. Je combats et j'ai combattu en permanence l'inceste, la pédophilie. For sure. Est-ce que vous envisagez de démissionner pour pas fragiliser Lima? Plaisanterie, la confiance dans le président du Lima est totale. Jack Lang, qui a dû démissionner à 86 ans de l'Institut du monde arabe. Je me sens blanc comme neige. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio en ce lundi 9 février 2026 pour une France dans tous ses états qui est dans des états tout à fait exceptionnels aujourd'hui. À mes côtés, Maude Koffler qui surveille l'actualité, voilà, et qui m'aide à la décrypter. En face de moi, Julien Delmas, bon pied bon oeil, qui va s'assurer aux commandes de cette grande machine qu'est la France dans tous ses états que les conditions d'audition et de diction seront les meilleures. Et Emmanuel Galasso, qui est très important, va jouer un rôle encore plus important aujourd'hui parce que je vais tout de suite faire appel à nos auditeurs pour réagir sur l'actualité. Vous l'avez compris, il y a un séisme politique. Je ne dis pas que l'Ukraine et l'Iran sont mis de côté, mais enfin l'affaire Lang, Epstein défraye plus que laconique. Elle bouleverse le monde politique, elle traumatise des consciences, elle anime les colères et les indignations. L'intouchable de la République durant 40 ans tombe de son piédestal sur une affaire un peu sordide. Et pourtant, Jack Lang, j'allais dire c'est une tranche de vie, c'est une tranche d'histoire. J'ai 66 ans, j'avais 22 ans en 1981. On sait qu'il a été le ministre éternel de la culture et plus si affinité. Et aujourd'hui, nous découvrons un système politique usé et fatigué. J'en ferai mon humeur. Et ça sera aussi le thème de notre 12h10. Je voudrais, exceptionnellement, en général, on fait appel à nos auditeurs pour le 13-14h, lorsqu'on reçoit un invité sur une heure. Là, je voudrais que dès à présent, chers auditeurs de Sud Radio, vous entendez parler de Jack Lang partout sur l'affaire Epstein, l'Institut du monde arabe. Je voudrais, si vous avez quelque chose à dire, je suis sûr que vous avez une opinion personnelle, vous avez un sentiment, soit que vous dites on en fait trop, c'est un lynchage, soit vous dites mais il était temps que l'on dise la vérité. Appelez-nous au 0826 300 300, 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. On vous prendra à l'antenne, quelle que soit la nature de votre intervention, quoi que vous ayez à dire, quelle que soit votre question, et on en discutera à bâton pas rompu, à bâton fleuri, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde et qui quand même témoigne d'un certain malaise, voilà, et d'un certain déséquilibre de notre vie institutionnelle et politique. Pourquoi c'est aussi et surtout à l'école qu'il est important de combattre la malbouffe? Pourquoi la patrie du bien manger est-elle aussi le pays où le contenu de l'assiette des jeunes vire parfois et souvent au cauchemar? On en discute avec moi je l'appelle une héroïne, Olivia Grégoire, ancienne ministre, députée de Paris, qui va faire une proposition de loi pour rendre l'éducation du goût obligatoire à l'école, et puis parler en général, voilà, où en est-on aujourd'hui sur notre culture alimentaire, sur les mœurs alimentaires. On verra ça avec elle de 13 à 14 heures. Là aussi, bien entendu, si vous êtes parent d'élèves, si vous êtes dans la restauration, si vous êtes touché par les problèmes alimentaires, appelez-nous, nous échangerons avec vous et vous donnerez votre avis pour discuter avec Olivia Grégoire. Dans le même ordre d'idées, la France est-elle devenue la patrie de la mauvaise éducation, mal élevée? Eh bien, on discutera de l'auteur de Oser les bonnes manières. Aujourd'hui, mon Dieu, oser les bonnes manières, mais c'est quasiment révolutionnaire, c'est même violent. Je veux dire, Maude Koffler était choquée, les bonnes manières, alors que quand elle arrive, elle me tape sur l'épaule, ça va vieux, elle me dit, non, je plaisante. Et nous en discuterons avec Jérémy Combe, qui a disserté là-dessus et qui est très exigeant et très précis. Et puis, parmi le foison de perles plus pétillantes, et certaines sont explosives, notamment l'attaque à Grenoble. Alors, est-ce que c'est une attaque à Grenade à Grenoble? Non, c'est une attaque à Grenoble à la Grenade. C'est Maude qui nous en parlera. Et puis nous reviendrons sur ce délice de l'actualité. Voilà. Faut-il instituer de nouvelles règles en matière de menstruation masculine? Et on a vu que l'Université de Lyon avait une approche tout à fait originale de cette réalité du genre humain. À tout de suite sur la France dans tous ses états. Et appelez-nous au 0826 300 300. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. J'ai sorti mon fusil.
sorti mon fusil, vieille canaille. Quand je te tiendrai au bout, je rigolerai un bon coup. Et je t'aurai vite refroidi, vieux bandit. On a reconnu Gainsbourg dans cette chanson historique et effectivement, l'actualité avec la démission de Jack Lang suite à la péripétie des révélations liées à l'affaire Epstein nous pose un problème plus global. Il y a l'affaire dont on va parler elle-même et puis comment Jack Lang a pu traverser 40, 50 ans, 30 ans dans une sorte d'impunité, d'admiration, de béatification. Je voudrais revenir sur le fait qu'il est peut-être le dernier, cette affaire-là qui nous interpelle, qui nous chagrine, qui nous émeut, qui nous scandalise, est peut-être la dernière facétie de la Mitterrandie. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure en ouverture, j'avais 22 ans en 1981, l'espoir, la gauche arrivée au pouvoir au bout de 23 ans d'opposition, et il y avait un sursaut politique et culturel, on dirait aujourd'hui sociétal, et Jack Lang était la figure, aux côtés de François Mitterrand, il était la figure de cette nouvelle gauche qui allait révolutionner la société, qui avait apporté de la modernité, de l'ouverture. On allait sortir d'une espèce de carcan de la droite conservatrice, et la France nouvelle, portée par cette gauche humaniste, allait ouvrir de nouveaux horizons à la jeunesse, à la culture, à l'éducation. Le bilan aujourd'hui est pour le moins controversé, chers auditeurs de Sud Radio. Jack Lang est, on sait aujourd'hui, celui qui incarne cette formule qui a défini cette gauche, la gauche caviar. C'est lui qui l'a pensé, conçu, vécu, appliqué, et on finit là en fin de carrière à 86 ans à la tête de l'Institut dans Monrad dans la consécration de cette gauche caviar. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait en sorte que l'art soit associé au marché, un marché financier, un marché économique. Il a mis l'art français, il a fait le lien entre les artistes et l'argent, il a fait le lien entre la gauche et l'argent. Et quelque part, c'était ça l'objectif des Mitterrand. Est-ce qu'on pouvait réconcilier la gauche, qui était une gauche prolétarienne, révolutionnaire, anticapitaliste, dans ses concepts d'après la guerre, et là on avait une gauche moderne, la social-démocratie française, avec Jacques Delors, avec même Pierre Mauroy. Enfin voilà, on disait nous sommes de gauche, nous ne sommes pas des bolcheviks avec le couteau entre les dents, et nous respectons les forces de l'argent, respectées au point qu'on finissait par coucher avec elles, entre guillemets, bien entendu. Et Jack Lang incarne cette France socialiste qui finalement s'acoquine avec la finance. Mon ennemi c'est la finance, disait François Hollande, on a bien vu que c'était pas vrai. Et total, la gauche s'effondre. Et si aujourd'hui la gauche est malheureuse et qu'elle essaie de se recomposer, si le Parti socialiste est devenu ce qu'il est, s'il a fait 1,7 à la dernière présidentielle, l'effondrement de ce grand parti est dû à l'image, peut-être, que le Jack Languisme, si je puis m'exprimer ainsi, a donné de cette gauche. En matière d'éducation, il a été un ministre de l'Éducation nationale calamiteux. Sur la culture, on peut lui reconnaître les spectacles de rue, c'est à lui qu'on les doit, c'est très important. Le prix unique du livre qui a sauvé des librairies, voyez, on l'accable pas, il n'est pas question de lyncher. Sur l'éducation nationale, il a appliqué les mesures que Claude Allègre, la numérisation, enfin changement des programmes, qui a rendu justement la fabrique du crétin, dont parle Jean-Paul Brigali, et la fabrique du crétin numérique de Desmurger. C'est Claude Allègre qui la conçoit, mais il s'en va parce qu'il y a 800 000 enseignants dans la rue. Jacques Lang lui succède, très très intelligemment. Il caresse les syndicats d'enseignement de l'éducation dans le sens du poil, et il fait passer ces réformes calamiteuses qui font qu'aujourd'hui que l'école de la République n'intègre plus, n'apprend plus. On est en queue à tous les niveaux. C'est un effondrement total. C'est un des points faibles de la France. On le doit à Jack Lang. Alors d'abord Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale en 89, et puis Jack Lang ensuite qui finit d'achever ce travail. Donc bilan catastrophique, et aujourd'hui on finit dans une désolation morale, une désolation éthique, une désolation politique. On n'avait vraiment pas besoin de soi. Espérons que c'est vraiment le dernier soubresaut de la Mitterrandie, 81, je me souviens. Vous savez, le discours de Malraux, admirable, lorsque on amène les cendres de Jean Moulin au Panthéon, et il est là dans ce discours qui restera entre ici Jean Moulin, et il finit en disant il avait le visage de la France. Eh bien, j'espère que le visage de Jack Lang qu'on a vu ces dernières heures ne sera pas celui du visage de la France. 1981, grand espoir.
2017, il y a eu aussi un grand espoir. J'espère que le grand espoir de 2017 ne finira pas comme celui de 1981. Allez, on change pas de main. Pourquoi Jack Lang a-t-il été protégé pendant 50 ans? On en parle avec le journaliste de Marianne, Étienne Campion, dans un petit instant. Et on attend vos appels. On a déjà 2 auditeurs en ligne. Merci à vous. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Jack Lang a donc été contraint de démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe, fonction qu'il occupait depuis 2013. Pour son avocat, il s'agit d'une démonstration de son sens de l'État. Il faut tout de même rappeler que Jack Lang est visé par une enquête du parquet national financier pour ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Mais de quel lien parle-t-on? C'est le sujet de cet entretien avec le journaliste de Marianne, Étienne Campion. Bonjour. Bonjour. Bonjour Étienne Campion, merci d'être à l'antenne de Sud Radio. Vous êtes un jeune homme, vous n'avez pas connu 81 et l'espoir que suscitait cette arrivée de la gauche, dont Jack Lang incarne, je disais tout à l'heure dans mon humeur, le côté gauche caviar. On va en parler avec vous. Étienne, je suis désolé, mais vous avez des lecteurs à Marianne, nous avons des auditeurs à Sud Radio. Il y en a quelques-uns qui veulent intervenir. Je les prends et ensuite je vous retrouve immédiatement. Je suis en ligne avec Raphaël qui m'appelle de Cachan. Oui, bonjour Perico, bonjour à tous. Bonjour. Alors Raphaël, que vous inspire cette actualité autour de Jack Lang? Écoutez, c'est décevant, c'est triste, notamment pour une personne de 86 ans qui se maintient à la tête d'une institution culturelle d'envergure internationale apparemment. C'est également triste parce que je pense que les liens que Jack Lang qui aurait entretenu, enfin que Jack Lang aurait entretenu étaient connus par un certain nombre de personnes, sans doute, dans le microcosme politico-médiatique. Donc voilà, c'est une personnalité qui a été à panache, agrégée de droit public, qui a été à la tête du Théâtre de Chaillot, qui a effectivement un amour de la littérature et de la culture en général, fait qu'il a été adulé, et donc on est adulé, on est protégé, donc forcément à un moment donné le retour de bâton se fait jour, et maintenant il doit affronter les faits, rien que les faits, et ça sera la justice effectivement de le dire. Étienne Campion, vous entendez Raphaël, c'était un personnage sacré, protégé, et c'est vrai qu'il portait des valeurs dont on peut considérer qu'elles en sont pas tellement. C'est un peu comme ça que vous expliquez qu'il a pu traverser cette période de l'histoire. On connaît ses méthodes, ses manières. Il y a des tas d'anecdotes qui se racontent sur lui, le fait qu'il payait plus ou moins ses additions, une certaine impunité. Il se maintient à l'Institut du monde arabe alors que c'était Monsieur Le Drian qui était pressenti. Comment vous expliquez cette aura auprès de tous les régimes, que quel que soit le président, Jack Lang reste sacré? Ça vous inspire une réflexion? Jack Lang, pour moi, c'est un peu une sorte de synthèse entre la gauche culturelle des années 80 et des méthodes en fait, un peu d'ancien régime, avec cette façon de prendre le pouvoir, cette façon de chercher à le garder, cette façon de jouir de certains privilèges jusqu'à s'accrocher à ce poste, à l'Institut du monde arabe. Je pense que au-delà de ses qualités propres, l'âge, normalement, à un moment donné, quand vous passez 80 ans, il y a cette idée de passer le flambeau quand même. Mais oui, c'est aussi un peu, je trouve, le chant du cygne de la gauche culturelle années 80, années Mitterrandi aussi, et une sorte de fin de cycle. Jack Lang, oui, c'est des grands symboles, évidemment, la fête de la musique, la Gay Pride, le financement du cinéma, la Gay Pride, etc. Et une sorte de transition entre les années 70, une vieille politique française qui n'avait pas encore connu cette espèce de modernisation par les années 80, la gauche urbaine, etc. Et qui, laissera une sorte de stigmate négatif sur tout ça, puisqu'il part, il y avait déjà une image et des critiques avant cette affaire Epstein. Mais disons que cette démission ne va pas aider pour son image et son héritage. Sauf qu'il est quand même intouchable. Passez-moi l'expression, quels que soient les présidents après Mitterrand, il a été en lien avec tous les présidents. Jacques Chirac le considère, Sarkozy le considère, Hollande évidemment, et jusqu'au président Macron, dont il était presque quelquefois, on peut penser un confident ou un conseiller. Comment on arrive à traverser l'histoire? C'est une histoire de posture, à votre avis? Il avait les bonnes postures, ce sont de bons clichés?
parce que sur le fond, on voit bien qu'il n'y a pas de, il y a pas de réseau politique, il y a pas de, si, il y a des carnets d'adresses prestigieux, mais il y a aucun programme, il y a aucune vision de la France. Il y avait, je sais pas si on peut dire qu'il y a aucune vision de la France, c'est une vision qui était censée être moderniste et jeuniste, portée par quelqu'un d'assez âgé, c'est ça le paradoxe. Et il y a une forme de ringardisation en fait par le fait de cette pensée qui devait être jeuniste et qui se retrouve vraiment envoyée dans la case des personnes assez âgées, critiquées, des vieux réseaux de pouvoir qui tombent et s'effondrent, de cette gauche un peu qui n'adore que les métropoles à travers le monde, qui vit entre les aéroports. Il y avait lui, mais il y a pas que lui. En fait, c'est un peu ce qu'on appelait à une époque la gauche italienne. En fait. Oui, c'est Paris-New York. C'est l'axe Paris-New York. Qui annonce toujours la victoire des démocrates en disant mais si, le peuple américain, c'est les démocrates qui vont gagner, puis quand un républicain gagne, ils sont tous effondrés. Au-delà effectivement, au-delà de Jack Lang même, c'est cette fameuse gauche qui n'a pas su voir les métamorphoses des sociétés occidentales, qui n'a pas su voir le tournant du populisme arriver, qui n'a pas su voir les problèmes que causait l'immigration et l'insécurité auprès des gens, et qui, en fait, a laissé le pouvoir, parce que de toute façon, ils en ont bien joui durant les années 80, et la Mitterrandi, et c'est la gauche qui a coupé. C'est la gauche à cause de cette gauche-là qu'aujourd'hui le PS se retrouve aussi faible dans les rapports de force. C'est la gauche qui a coupé avec on va dire qu'elle a coupé avec le réel. On a Dominique qui nous appelle de Cavaillon. Bonjour Dominique. Oui, bonjour à tous, merci de me laisser la parole. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que j'espère que cette affaire ira au-delà de l'aspect financier, c'est-à-dire la création de sociétés offshore, etc., mais qu'elle s'attaquera véritablement au problème de la pédophilie. Parce que en fait, on sait très bien, enfin la plupart des gens savent très bien que ce monsieur Lang, il y a quand même, comme on dit, un background assez lourd. Je me souviens des déclarations d'un résistant, monsieur Roger Olindre, qui avait mentionné notamment Jack Lang dans l'affaire du Coral. C'était un dignitaire du Front National, Roger Olindre, vous vous souvenez, un des fondateurs. Mais il avait proclamé haut et fort certaines choses et il n'a jamais été attaqué pour quoi que ce soit, pour diffamation. Je me souviens aussi d'une émission de Lucet, Madame Lucet, qui avait fait un documentaire il y a un certain nombre d'années sur la disparition des enfants, où il y avait des témoignages d'enfants, et ce documentaire qui est passé à la télé a vite disparu des circuits, et il y avait notamment une magistrate qui avait commencé à s'intéresser à ça, et dès qu'elle a approché un petit peu des hautes sphères, elle a reçu des menaces, elle a disparu. Indépendamment de monsieur Lang, je me rappelle de l'affaire des disparus de Lyon, où le fameux gendarme qui approchait la vérité comme par hasard s'est suicidé. De l'affaire Patrice Allègre, où le magistrat monsieur Roche, qui approchait de la vérité parce que ça mettait en jeu un certain nombre de personnalités, comme par hasard, il est mort de façon douteuse. Dominique, on s'éloigne un tout petit peu là, Dominique. Je comprends, et vos questions sont totalement légitimes et fondées. Pour l'instant, sur les affaires de pédophilie, Dieu sait si des gens ont creusé, et des magistrats et des enquêteurs, on n'a rien trouvé, j'allais dire, de probant sur ce sujet. Ensuite, la personnalité de Jack Lang est contestable, mais pour l'instant, on n'a rien. Oui. En fait, c'est avec Jack Lang, Perico, faut mettre les pieds dans le plat, et en fait, on peut parler du sujet de Jack Lang et de la pédophilie, tout en affirmant effectivement que, comme vous le dites, Perico, il n'y a jamais eu de lien ni de preuve, mais Jack Lang lui-même en a parlé. Il a été confronté à ça. Tout à fait. Il était très clair là-dessus, d'ailleurs. Sur un plateau. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un espèce de spectre qui plane au-dessus des débats quand on parle de Jack Lang. Moi, j'étais assez frappé, là. J'ai discuté avec pas mal de personnes qui sont pas spécialement politisées depuis cette affaire Einstein-Jack Lang, et voilà. On peut pas se mentir. En fait, c'est un sujet dans l'opinion publique qui fait que nous, journalistes, on peut pas esquiver comme ça publiquement le sujet. Et oui, ça choque les gens. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'intéressent au sujet Epstein et à Jack Lang. Et moi, je pense que votre auditeur a mis bout à bout tout un tas d'affaires de pédophilie en France. On peut pas, je pense, difficilement mettre le soupçon de Jack Lang là-dessus. Par contre, en revanche, ce qui plane au-dessus de Jack Lang, c'est ses liens, en fait, au Maroc,
On connaît les affaires. Celles-là, elles ont été documentées. Hein. Bien sûr, bien sûr. Non, mais Saint-Laurent. Bon, donc c'est ce spectre qui est là. Nous, on a ça sous les yeux. C'est très difficile d'avancer en marchant des œufs. Mais voilà, effectivement, dans l'opinion publique, en tout cas, ça fait son œuvre. Étienne Campion, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir une suite d'investigations complétées, parce que c'est comme ça que ça se passe en France. On creuse et puis on se met à trouver. On est en ligne avec Frédéric qui nous appelle de Paris. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à vous. Qu'est-ce que vous inspire l'affaire Lang, si je peux m'exprimer ainsi? Alors, avant de vous donner mon avis, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le précédent auditeur sur les rumeurs, etc. Et ce que vient de dire le journaliste également. Moi, j'ai travaillé pendant 40 ans sur les plus grands criminels. Ils m'ont fait parcourir le monde entier et je connais très bien l'affaire Louis et l'affaire du gendarme Jambert dont a parlé cet auditeur. J'aime pas trop la théorie du complot qui est toujours avancée. Moi, je n'ai jamais subi le début d'un commencement brouillon de pression sur aucune affaire. D'accord. Non, mais votre témoignage est important. Voilà, donc moi je tiens à le dire parce que on est très nombreux à avoir travaillé sur ces grandes affaires criminelles. Non, mais bien sûr, Frédéric. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais vous témoignez comme d'autres personnes qui ont été confrontées à cette situation, que vous n'avez pas subi de pression. Concernant Jack Lang, je les ai entendus aussi, mais ça reste des rumeurs. Moi, j'aime bien les preuves. C'est pour ça. Non, mais nous sommes sur les faits, sur le réel. Il n'y a aucun problème. Alors, tout le monde a le droit de s'exprimer, d'avoir des doutes, d'émettre des hypothèses, mais pour l'instant, on s'en tient, j'allais dire, à ce que la loi nous autorise à dire et à ce que la justice met en place. Et souvent, vous savez, quand la presse et les médias, en creusant, suscitent eux-mêmes des interrogations et ouvrent des portes et des voies qui étaient pour l'instant, qui n'étaient pas ouvertes parce qu'on n'avait pas posé la question 1, Étienne Campion. Oui, après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un mail qui est très douteux dans les Epstein Files, où les questions de nouvelles sexualités, etc. Ça, c'est factuel, si on veut rester aux choses factuelles. Maintenant, de là à affirmer que Jack Lang, en fait, ça révélerait tout ce qu'il y avait, en fait, toute espèce d'amoncellement de rumeurs jusqu'ici, c'est difficile à dire. Effectivement, il y a eu ce discours de Roger Hollande, moi je connais, c'est quelque chose qui est là, que les gens ont en tête depuis les années 90, cette sortie de Roger Hollande, très violente, et qui dit qu'il est convaincu, voilà. Souvenez-vous de l'altercation François Bayrou, Régis Cohn-Bendit, qui a été fatal électoralement, très mal interprété. Voilà. En fait, il y a tout un tas de déclarations de personnalités qui sont issues des années 70, qui ont signé cette fameuse tribune en Libération où il était question de faire une sorte d'apologie de la pédophilie. Celle-là, il a signé Jack Lang. Donc ça, c'est des faits. Donc évidemment, on n'aura jamais dans ces cas-là, c'est très dur d'avoir une espèce de preuve par neuf, surtout que les potentiels faits peuvent avoir eu lieu. Je pense que le dossier n'est pas clos. J'ai Nicole qui nous appelle de Fontenay-aux-Roses. Nicole, que vous inspire l'affaire Lang? Oui, bonjour. Oui, j'entends par ailleurs que c'est bien gentil de prendre des pincettes avec Monsieur Jack Lang, mais qui est un personnage bien trouble. Il faut le reconnaître. Moi, c'est un témoignage que je voulais témoigner. J'étais à la manifestation pour l'école libre en 92, je crois, à Versailles, et nous avions à côté de nous une magistrate et qui nous disait avoir des dossiers sur son bureau. Elle montrait des piles sur Monsieur Jack Lang qui contre les enfants. Elle nous disait c'est horrible, c'est un personnage. Voilà. Alors j'entends qu'on prend des pincettes, on veut pas trop dire les choses, mais en fait les faits sont là. Voilà. Jusqu'à preuve. On s'en tient. À un moment donné, faut accepter le cadre de la loi et de la législation. On s'en tient aux faits acquis et voilà. Les suppositions sont des hypothèses respectables, mais elles ne restent que des suppositions. Étienne Campion, pour conclure rapidement. En fait, chacun a son intime conviction. Il y a des faits comme ça où les gens ont un avis sur une personne sans que les faits sur cette personne n'aient jamais été là au vu de tous. Chacun a son intime conviction. Moi, pour répondre à votre auditrice, moi j'ai la mienne sur Jack Lang. Je peux pas le dire comme ça à la radio. On l'a tous. On a juste un amoncellement de faits. Voilà, c'est simplement dans un média national. Bon.
Écoutez, ce que l'on sait déjà sur Jack Lang est suffisamment pour nourrir des chroniques, pour défrayer la chronique et établir des débats, des controverses et quelquefois des divergences sur cette personnalité de l'histoire de la République française. Étienne Campion, merci d'avoir été avec nous. Merci, chers auditeurs, de nous avoir appelés. Et on reste dans la France, dans tous ses États, parce que les États sont divers et variés. Allez, vous restez bien avec nous. Après les perles, l'actualité, on prendra une petite parenthèse de légèreté, Perico. On parlera savoir-vivre et bonne manière avec Jérémy Combe. Vous restez bien avec nous. Vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses États, les perles du jour. On commence avec de gros chiffres. Les gendarmes de l'Office de lutte contre le travail illégal ont démantelé un vaste réseau de fraude aux cotisations sociales. Oui, l'organisme s'appelle l'OCLTI, donc c'est cet organisme de la gendarmerie qui s'occupe des fraudes sociales. Et ces gendarmes ont débusqué un réseau qui, à partir de l'Irlande, détourne les fonds via des sociétés d'intérim fictives qui sont créées en France. Ces fonds sont transférés en Irlande et immédiatement envoyés dans une affaire immobilière en Thaïlande. Ça concerne près de 2000 salariés. La somme est énorme. Et il a fallu une enquête assez poussée. Comme quoi l'efficacité de la gendarmerie, et puis on a fini par mettre la main dessus. C'est quelques millions d'euros quand même. C'est hallucinant. Et nous cotisons, nous autres salariés français et tous ceux qui sont là, et on contribue. Et bien sûr que c'est important. Et l'on voit avec quelle facilité malgré tout. Alors on sait que la technologie, le numérique permet de faire des prouesses. Quand même, on s'inquiète. Alors on a des gendarmes qui sont là. J'espère que les gendarmes ont bien les moyens. J'espère que, le gouvernement a donné des consignes de vigilance puisqu'on sait comment ça se passe. Voilà. Bon, le cri d'alarme, il est simple. On sait que ça existe. On le voit, on le constate. Ça marche très bien. C'est possible. C'est facile à faire. Espérons que ça soit un jour limité et que ces fraudeurs à la sécurité sociale ne détourneront pas l'argent. C'est le pognon dingue dont parlait Emmanuel Macron. C'est pour les soins sociaux. C'est pour soigner des gens. C'est pour aider des gens qui sont dans l'honneur. Et on détourne des voyous, détourne des bandits, des escrocs, détourne cet argent du peuple et des travailleurs français pour le donner à d'autres voyous. C'est absolument aberrant. Alors, d'une attaque à la grenade a eu lieu ce week-end à Grenoble. Et on nous expliquera sûrement que le gamin jouait trop à Call of, mais ces revendications sont bien réelles. On les écoutera dans quelques secondes. Vendredi après-midi, en plein centre-ville de Grenoble, un individu cagoulé, filmé par un second, a lancé une grenade dans un institut de beauté, faisant 6 blessés, dont un enfant de 5 ans. Sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on aperçoit d'ailleurs l'enfant juste derrière la porte, puis l'explosion qui, miraculeusement, n'a fait aucun mort. L'enquête s'oriente vers un acte d'intimidation, puisque selon le procureur de Grenoble, il ne s'agissait pas d'un engin destiné à tuer. L'attaque a toutefois été revendiquée, comme je vous le disais au début, à travers une vidéo. Écoutez. Bonjour à tous, nous sommes les Fenech 38, une organisation criminelle basée à Grenoble. Nous avertissons tous les terrains de Grenoble à partir d'aujourd'hui, 6 février 2026. Tous ceux qui sont loupés avec le patron des Fenech 38 se fera éclater par un soldat de la Fenech. Vous en paierez les conséquences pour les suceurs, c'est pareil. Nous allons tous vous faire exploser, n'oubliez pas. Nous avons des soldats qui aiment la mort comme vous aimez la vie. À la fin de la vidéo, l'auteur montre le logo du gang algérien Fenech 38. Et je rappelle juste que l'expression « nous aimons la mort comme vous aimez la vie » avait déjà été utilisée par des organisations comme Al-Qaïda ou l'État islamique. Alors on n'est pas au cinéma, c'est pas de la fiction, c'est de la réalité. C'est en République française en février 2026. Bonjour, pas sur la planche pour notre gouvernement, notre classe politique, parce que là on est en train de toucher le fond. Alors on change de sujet, Perico, vous allez nous parler de congé menstruel. Rien à voir. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon, ni masculin, ni féminin, Comment et je refuse qu'on me genre comme un homme. Alors, extraordinaire, hein, vous souvenez cette vidéo, c'est Nadel Schneiderman qui reçoit une personne qui explique, non, il est non-binaire, il est pas homme, il est pas femme, et quand il lui dit ensuite, d'ailleurs à la fin, qu'il est blanc, il dit pas du tout, pourquoi vous faites, je suis d'origine libanaise, je ne suis pas blanc non plus. Bon, et on voit Daniel Schneiderman qui se décompose parce que là, il était dépassé par la réalité. Il s'avère que l'université de Lyon a décidé que, vous savez, on accordait, c'est peut-être une conquête sociale, il y a des congés en période de menstruation, les congés menstruels pour les femmes dont les menstruations sont douloureuses, et on comprend très bien qu'il y a à un moment donné, dans certains cas, besoin
besoin d'arrêter de travailler. Mais l'université de Lyon n'a pas voulu faire de distinction, de discrimination entre sexe masculin et sexe féminin. Donc il a considéré que tout individu pouvait considérer qu'il avait des règles. Et évidemment, il y a de gentils garçons, ils sont sympas, hein, les étudiants ont décidé pour aller faire un petit tour à la campagne ou aller boire un coup au bistrot, et bien qu'ils avaient des règles douloureuses, des menstruations, et ils ont donc présenté des jours de congé. C'est quand même hallucinant. On se souvient de cette affiche du planning familial qui disait chez nous l'homme peut être enceint. Voilà. Non mais le jour où les mecs accoucheront, on en reparlera des douleurs menstruelles. Mais c'est pour ça. Donc bon, tout le monde a fait la blague, y compris Philippe David sur cette antenne. Voilà. Bon, donc on est en train de changer les règles de la menstruation masculine. Écoutez, ma chère Maud, je ne sais pas, moi je n'ai pas pour l'instant ce genre de symptômes. J'ai mal à la tête quelquefois le soir et je suis de mauvaise humeur. Voilà. Alors je pleure. Selon l'actualité, je pleure des larmes de sang. Mais c'est ma colère. Ce n'est pas mon métabolisme. Le maire de Chécy, poursuivi parce qu'il refuse de marier un homme sous OQTF, a fait réagir le président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Oui, le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, est monté au créneau. On l'attendait. On a Robert Ménard qui avait l'air de se battre un peu seul sur ce dossier des mariages dans un OQTF, où le maire, qui est un officier d'état civil, ses maires et celui de Chécy est dans cette logique. Les maires disent tout simplement dans le bon sens, c'est le droit du bon sens. Cet individu n'a pas à être sur le territoire de la République française parce qu'il est en situation illégale et qu'il a certainement commis quelque chose qui le rend hors la loi. Je ne vais pas lui donner le droit du mariage, qui est un droit civil qui est prévu dans la Constitution. Il n'est pas en état de recevoir les liens du mariage devant un maire, devant le buste de Marianne de la République française sous la photo du président de la République. C'est un acte légal, c'est un acte républicain. Il n'est pas accordé aux gens sous OQTF. Voilà on campe le décor. Eh bien, c'est David Lisnard qui est monté au créneau et qui demande à ce que le Parlement, l'Assemblée nationale, légifère. La solution, elle peut être légale, il n'y a aucun problème. Et c'est un texte de 4 lignes qui dit tout ressortissant sous OQTF n'a aucun droit d'accès, aux législations de la République française qui lui donnent un statut de citoyen ou quelconque avantage. Voilà. Donc OQTF, ils repartent chez eux. Quand ils régularisent leur situation, ils reviennent. S'ils veulent se marier en France, ils doivent être admis, respecter la loi, être légaux et se comporter correctement. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de Genève qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus. Le Conseil d'État a décidé d'élargir encore l'accès aux soins gratuits des réfugiés. L'Eldorado français se porte bien pour les étrangers. On se souvient de cette sortie, cette phrase historique qui revient en permanence au devant de l'actualité prononcée par Michel Rocard alors qu'il était Premier ministre. Michel Rocard, insoupçonnable de la moindre xénophobie ou de réduire les libertés, qui comprenait que l'immigration était une réalité française, mais il mettait les premières conditions, j'allais dire éthiques et morales. La France ne peut pas accueillir toutes les misères du monde, même si on doit faire en sorte. Et un principe républicain, de dire si nous accueillons des gens en France, nous devons nous assurer qu'on leur assurera des conditions de vie et de résidence décentes. Et là, le Conseil d'État élargit aux réfugiés le droit de séjour pour raison de santé. On comprend la démarche des conseillers d'État, mais on se demande est-ce que le Conseil d'État n'est pas quelquefois aussi comme un certain secteur de la magistrature gagné par une certaine idéologie, une certaine lecture de l'histoire qui n'est pas forcément conforme à celle de la République. Et là donc on va créer un risque d'appel d'air où des gens vont venir en prétextant qu'ils sont réfugiés politiques, faudra bien le certifier, ils viendront se faire soigner. On reçoit déjà beaucoup de chefs d'État, Maud, qui viennent en France se faire soigner pour des sommes gigantesques, qui viennent se faire soigner gratuitement, et d'autres personnes qui aussi bénéficient de nos soins de façon abusive. Voilà, on peut pas soigner toute la misère du monde, même si on voudrait bien. On n'en a plus les moyens parce qu'il y a aujourd'hui des Français qui ne sont pas soignés, des gens qui n'ont pas aujourd'hui accès à des soins alors qu'ils cotisent ou qui sont d'une famille qui cotise. Les Italiens sont désormais plus riches que les Français. Est-ce que ça nous étonne, Perico ? On voyait l'autre jour, là, on a débattu de cette, on a disserté sur cet effondrement du revenu moyen des Français en Europe, et les Italiens sont devenus plus riches. On s'en réjouit pour eux, ma chère Maud. Ouais. On s'en réjouit pour eux. Je crois que derrière nous, il reste peut-être les Polonais.
peut-être les Portugais où la situation est... Eh bien, la France continue à s'appauvrir et on a l'Italie qui est devant. C'est vrai que l'Italie, autrefois, c'était un pays dont nous recevions les migrants parce qu'ils avaient besoin de travailler, qu'il y avait de la pauvreté en Italie. Eh bien, on se réjouit que l'Union européenne ait apporté suffisamment de richesse à l'Italie pour qu'elle s'en sorte. Est-ce que l'Europe, l'Union européenne, cette merveilleuse et grande idée et sa merveilleuse monnaie peuvent un jour profiter à la France et nous permettre, nous aussi, de devenir riches et heureux? Pour l'instant, on raque et Pozzivi pour ce qui est de ce que l'Europe nous rapporte. Êtes-vous bien élevé? On va le savoir dans un petit instant avec Jérémy Combe. Restez bien avec nous et n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Un peu de légèreté pour rompre avec cette actualité morbide. Le saviez-vous? Dire à tes souhaits est déplacé, de même que souhaiter un bon appétit, sans parler des us et coutumes balayés par le temps et par l'éducation. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de savoir-vivre de bonne manière et c'est un maître en la matière qui est avec nous à Sud Radio. Jérémy Combe, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci Jérémy Combe d'être là. Nous allons oser les bonnes manières sur cette antenne de la bonne éducation. Nous avons des principes l'un et l'autre. Première question très brutale. Les mauvaises manières sont-elles si répandues que ça en France? Se portent-elles si bien que ça? Pour que vous ayez été obligé en disant est-ce qu'on peut oser? Parce que pour eux c'est d'audace la bonne manière. C'est vrai. Alors les mauvaises manières sont plus visibles entre guillemets. On leur laisse plus de place qu'aux bonnes manières. Parce que quand on est, entre guillemets, bien élevé ou éduqué, on peut être la risée de certaines personnes. Tout à fait. Aujourd'hui, les mauvaises manières, c'est plus facile, entre guillemets, de dire à quelqu'un « tu m'emmerdes » que « excusez-moi de vous avoir dérangé ». Vous veuillez m'excuser. Mais en règle générale, j'ai quand même tendance à constater et à voir que de plus en plus d'entreprises et de personnes dans la vie professionnelle se rattachent justement au code et au savoir-vivre. Parce que ça reste quand même dans une entreprise, principalement, le seul ADN que l'on puisse avoir en commun. Quand on n'a pas la même religion, pas la même éducation et pas la même culture, il faut quand même bien vivre ensemble. Et quand on aura compris que les bonnes manières, ce n'est rien d'autre que quelque chose qui permet à une collectivité de vivre en groupe et non pas des espèces de règles un peu surannées. C'est-à-dire qu'on peut le voir par ce prisme-là, mais c'est vraiment le prisme négatif, et j'appelle ça le petit prisme. Mes éducateurs m'ont toujours dit, la bonne éducation, c'est tout simplement l'art de vivre ensemble dans le respect de l'autre. Mais c'est ça. C'est une valeur humaniste. Je vais pas dire presque de gauche, c'est le respect de quelconque personne, quelle qu'elle soit. Tu t'adresses correctement, tu marques du respect, surtout quand on est jeune, on marque une déférence. Ce n'est pas une humiliation, ce n'est pas une soumission. Et aujourd'hui en France, alors Jérémy, il va y avoir deux choses. Il va y avoir les incivilités qui sont devenues un acte, une situation sociopolitique tragique. Et à côté des incivilités, y compris dans des milieux plutôt aisés ou plutôt conformes à nos valeurs, une forme aussi de mauvaise éducation qui est en train de s'installer de façon étonnante. C'est l'école, c'est la famille, c'est quoi? Mais je crois que c'est un peu tout, c'est-à-dire que je crois que alors j'ai 50 ans, donc je suis quand même... Vous êtes très très jeune. Je suis encore dans la... Vous n'avez pas tout vu, je peux prévenir tout de suite, j'en ai 66. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de parents de la nouvelle génération qui on ne dit plus non à ses enfants, on leur laisse tout faire. Alors ça c'est la pédagogie, c'est la nouvelle pédagogie. Les maîtres doivent apprendre de l'élève et l'enfant roi qui était une notion de certains pays latins ou orientaux est devenu aujourd'hui, vous voyez, quand je gronde mes enfants très légèrement, on me regarde comme si j'étais un tyran. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de parents qui et c'est sans doute bien, hein, mais la génération de mes parents, sur une période d'âge de leurs enfants, consacraient leur vie, entre guillemets, à leurs enfants, à l'éducation, la découverte de l'art, de la culture, de plein de choses. Aujourd'hui, quand on est parent, c'est bien, mais en même temps, on consacre du temps encore à ses amis, à faire du sport, etc. Mais je dis pas que c'est pas bien, mais quand on est ensuite des enfants rivés sur les réseaux sociaux, où là on voit que tout est possible, qu'on ne parle pas pour demander rien, puisqu'on découvre tout sans poser de questions. Ça enlève quand même des échanges qui permettaient justement de dire bah non, ça se dit pas, ça se fait pas. Jérémy Combe, on va parler aux fondamentaux. Est-ce que la notion d'autorité est une notion conforme aux droits de l'homme, à la République? L'autorité. C'est vrai que l'autorité aujourd'hui, c'est quelque chose, dès qu'on essaie d'en faire, moi je donne des masterclass dans des établissements.
qui sont des établissements divers et variés. Aujourd'hui, dès que j'essaie, entre guillemets, ou que les élèves considèrent que je suis autoritaire, ça peut très vite partir par un manque de respect, mais du tac au tac. C'est-à-dire qu'on n'a plus la notion d'interdire, ou tout au moins de se faire écouter ou entendre pour discuter d'un sujet sur lequel on ne serait pas d'accord. Le tutoiement, par exemple. Alors, il y a des pays où l'Espagne, ça fait partie de la langue presque, mais là, le tutoiement, quelquefois, il intervient très facilement. Moi, je me suis fait appeler par une étudiante l'autre jour, « Hey, frère ». Ah, frère, d'accord. Frère. Ah ouais. Et là, je suis sorti de mes gonds, là. Pourtant, c'était un acte sentimental, c'était une fraternité. Elle appliquait la République, liberté, égalité, fraternité. Vu le ton dans lequel c'était donné, sur lequel c'était dit, c'était... Moi, et là, je prends ça presque comme quelque chose, comme une attaque qui me fait de la peine. Et alors, surtout, malheur à celui qui a, et ça m'arrive souvent, l'audace de reprendre un enfant qui s'exprime mal ou de faire un signe. Là, on vous dit mais non. Alors, soit ce sont les parents d'amis qui vous disent oh, écoute, laisse le faire. Et je vous donne une anecdote. Cet été, mes enfants étaient chez des amis et je me fâche un petit peu à table. Ils étaient tous ensemble et le papa, mon ami, leur demande qu'est-ce que papa fait quand il est très fâché. Il dit qu'il va nous amener au McDo. Il nous menace de vous amener au McDo. Vous voyez la relativité des choses et il dit ça comme si. Alors les autres étaient. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même aujourd'hui rétablir l'ordre vous voyez, rétablir l'ordre de la préséance du vivre ensemble. C'est-à-dire que rétablir entre guillemets l'art du vivre sans être au XVIIIe siècle, ça passe pas forcément par de la violence ou d'une autorité. C'est juste rappeler, parce que ce que personne ne veut entendre, ou peu de personnes, ou peu d'individus, c'est que tous ces codes et toutes ces bonnes manières, elles ont toujours une origine historique, populaire, pratique. On fait pas ça pour emmerder les autres. Il y a toujours des raisons. Et quand on connaît la raison, et si on apprenait aux enfants ou aux jeunes pourquoi on doit faire ci ou pourquoi on ne fait pas ça, quand on met quelque chose et qu'on lui donne du sens, les jeunes que je côtoie à longueur de journée et de semaine adorent ça. J'utilise le mot adore parce que quand on donne du sens à des choses qu'on leur demande d'appliquer, ça change tout. Ça les rassure et ça. Alors, Maude Koffler, qui est très bien élevée, même si elle a beaucoup d'autorité sur moi, a une question à vous poser. S'il vous plaît, puis-je prendre la parole? Jérémy, comme je rappelle que vous êtes l'auteur de Oser les bonnes manières, paru aux éditions Lafon. Et alors, vous, ce qui est formidable, c'est que dans les bonnes manières, il y a plusieurs degrés de bonnes manières. On parle d'impolitesse depuis tout à l'heure. Oui. Par exemple, ne pas dire bonjour, pas s'il vous plaît, etc. Les enfants mal élevés qui courent partout dans les restaurants, dans le train, par exemple. Et puis, il y a bon appétit ou à tes souhaits. Des choses qui ne se disent pas. Mais c'est même pas de la mauvaise éducation, alors, là. C'est plus subtil. Alors là, c'est un code de langage. C'est un code de langage et un code social. Parce que je me prends souvent beaucoup de réflexions. Évidemment qu'on ne reprochera jamais à quelqu'un de vous souhaiter bon appétit, même si moi je dis en plaisantant, je le répète, chers auditeurs, en plaisantant, que ça fait pleurer mes oreilles. Parce que bon appétit, quand on remonte dans l'histoire, ça fait référence à tout ce qui est digestion, à toute une partie du corps que globalement on n'a pas envie de partager avec les autres. Mais effectivement, il vaut mieux un bon appétit dit avec le cœur. C'est médical carrément. C'est médical, c'est comme si vous disiez à quelqu'un bon transit. Voilà, je l'ai dit. Mais vous savez, pardon Jérémy de vous interrompre. Comment ça va? Comment allez-vous? C'est un début de phrase, c'est comment allez-vous à la scène? Exactement. Comment ça va aux toilettes? Voilà. Vous rendez compte? Donc là, quand on explique ça un peu trop dans les détails, les gens disent mais pour qui il se prend? C'est ça qui m'amuse. Après, on en fait ce qu'on veut parce que quand on sait ce qu'il faut faire, on peut s'autoriser à ne pas le faire. Et à vos souhaits, c'est juste aussi, et quand on y pense, une question assez de politesse, c'est qu'on ne fait jamais remarquer aux autres qu'une personne est malade ou souffrante. Voilà. Elle n'a pas forcément envie, elle, d'en faire plus d'état d'âme que d'avoir éternué. Bien sûr. Mais c'est toujours pareil. Si vous avez envie de le dire, dites-le, mais sachez pourquoi, normalement, on ne le dit pas. C'est à la personne qui éternue de vous présenter, entre guillemets, ses excuses et de s'excuser d'avoir éternué. Ne prenez pas froid ou si vous voulez. On fait toujours un petit mot. Comme disait, moi j'ai travaillé avec Madame Chirac. Madame Chirac dit qu'il faut toujours faire un petit frais. Et alors, quand on demande à quelqu'un, entre guillemets, comment ça va, j'ai appris que c'est la bonne formule. C'est puis-je demander des nouvelles de votre santé? Voilà. Alors, c'est vraiment très très bien dit. Il faut savoir aussi utiliser tout ça avec un peu de... C'est-à-dire qu'il vaut mieux, qui sait le plus peut faire le moins, je le dis toujours. Et il faut s'adapter aussi aux personnes avec lesquelles on est. Alors, question subsidiaire, Jérémy, on va un petit peu aller sur le vif du sujet par rapport à l'actualité. Non, vous allez vous régaler avec les deux suggestions, deux observations que je vais vous faire. Je vois les chefs d'État aujourd'hui, moi
Moi, j'ai connu le général de Gaulle et autres. C'était poignée de main, à distance, on se saluait, voilà. Aujourd'hui, quand on les voit dans les sommets, et vas-y que je te fasse un bisou et un câlin, et on rigole, on se tape sur l'épaule. Et à l'Assemblée nationale, les députés s'étaient guindés. Là, maintenant, ça s'insulte, ça s'invective. On arrive débraillé, on parle comme des charretiers. Ensuite, on a un président de la République qui arrive, qui dit moi, l'autre qui dit avec Carla, c'est du sérieux et casse-toi pauvre con. Vous croyez pas qu'au sommet de l'État, l'image de la bonne éducation est un petit peu abîmée aussi? Alors, je crois surtout que c'est aussi beaucoup de communication et de marketing. C'est-à-dire que les chefs d'État aujourd'hui se font de grandes accolades pour prouver que c'est des potes, en fait, c'est des potes. Sont amis, des potes. Et que tout va bien se passer, même si on est là pour parler de sujets un peu importants. Que ce soit Trump ou Poutine, vous avez vu. Ça, y a pas de... c'est un peu tout le monde. Une fois qu'on est côte à côte, c'est du copinage. Et je pense que ça, c'est un peu des faux messages et de la fausse... c'est de la démagogie, parce que ça rassure personne de voir deux chefs d'État être des bons copains de promo. Oui. On attend d'eux des conversations. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire dans notre dos? Des décisions, etc. Après, vous savez, moi je donne des cours de savoir-vivre dans certaines institutions où on m'a reproché de pas être en bermuda et en chemisette. Donc, parce que ça faisait cool. Et maintenant, il y a une notion aussi, on fait plus la différence entre décontracté, guindé, cool, être à l'aise. Cool, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. On peut être très cool avec un costume et une cravate. La tenue vestimentaire dans certains restaurants, certains vous demandent encore une veste et d'autres on dit on a renoncé, sans ça on n'aurait plus personne. Ah bah évidemment. Parce que la veste, justement, on a l'impression que ça fait, comme disent les jeunes, daron. Mais on peut être très élégant. Décontracté. Exactement. Mais c'est vrai qu'on peut aussi, et je l'entends, être très élégant sans veste. Donc, il faut trouver le juste milieu pour... Pour autant, le Rassemblement national, son groupe parlementaire a participé à la dédiabolisation par une tenue vestimentaire impeccable. Vous voyez, ça a joué dans l'image que ça donnait. Vous pensez que ça va pouvoir s'améliorer ou non à l'école? Est-ce que l'éducation nationale va pouvoir éduquer? Bah moi j'aimerais bien. Je trouve que, et ça ferait peut-être moins peur si on remettait un peu des notions de. Moi j'avais, vous savez, tous les jeudis matins on avait droit civique. Oui. Et on écrivait dans notre cahier. J'étais à l'école publique, donc on écrivait dans notre cahier une phrase qu'on retenait de morale. Et la leçon de morale. Exactement. Et je crois que tout ça se perd un peu, et malheureusement, si on en remettait un peu, ça ferait beaucoup de bien, parce que ça rassure les enfants et les jeunes que moi je forme, les ados qui ont entre 18 et 20 ans dans des écoles. Je peux vous assurer qu'ils me disent toujours on aimerait bien avoir plus de cours, parce que ça les rassure pour la vie de tous les jours. Un jeune qui va passer un entretien et qui s'assoit avant même qu'on lui ait dit de s'asseoir, vous allez me dire que ça va pas créer la 3e guerre nucléaire, mais pour certaines personnes, ça peut être repoussant en se disant il connaît pas le b.a.-ba quoi. Oser les bonnes manières par Jérémy Combe. Je vais faire un jeu de mots avec votre patronyme. Merci pour ces leçons de cosmétique sociale et culturelle. Et à très bientôt. Merci à vous de m'avoir accueilli. À très bientôt. Ça s'est passé dans les vraies voix Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face à face. Bonjour, qu'est-ce qu'on est bien sur Sud Radio. On y est d'autant plus heureux aujourd'hui que je reçois Olivia Grégoire, ancienne ministre du Commerce et de l'Artisanat, aujourd'hui députée de Paris, La République En Marche. Quel courage de garder cette conviction. Et pour autant, chère Olivia Grégoire, vous êtes une femme courageuse, et dans le paysage politique actuel, et le personnel politique, vous vous distinguez par une abnégation sur un combat qui peut sembler secondaire, mais qui ne l'est pas du tout. Et d'ailleurs, de plus en plus de nos concitoyennes et de nos concitoyens, nos responsabilités, ont conscience que l'acte alimentaire est un acte vital, sacré, qui implique des conséquences environnementales, sociales, historiques, que le contenu de notre assiette détermine l'avenir de cette planète, et que le pays du bien manger qui est la France est peut-être celui où la malbouffe se porte le mieux. Vous avez donc décidé de prendre le taureau par les cornes, avec une proposition de loi qui va être déposée le 16 février, par lequel vous allez demander à ce que l'acte alimentaire, l'éducation au goût, c'est lui qui va permettre aux consommateurs de demain et d'aujourd'hui de choisir les bons aliments qui respectent l'environnement. Avec l'histoire du Mercosur, on sait bien que la malbouffe est un fléau national dont les conséquences sont tragiques sur le plan sociétal, économique, sanitaire, l'obésité, on va en parler, tout ça. Donc c'est une priorité nationale, ça devrait être le thème 2 ou 3 de la prochaine campagne présidentielle. Vous allez déposer cette proposition de loi, et vous me disiez à l'instant, je ne suis pas sûr qu'elle passe, parce que si extérieurement tout le monde est d'accord, au moment de passer à l'acte politique, il y a des réticences et des pudeurs. D'abord, en un premier temps, Olivia Grégoire, femme politique, macroniste, ministre. Pourquoi tout d'un coup vous êtes attaché à ce projet de l'éducation alimentaire, et de faire en sorte que la malbouffe doit reculer en France de façon
efficace et réel. Merci de m'accueillir, Perico Légas, et je sais que c'est un combat que vous menez depuis des décennies aussi. Et peu importe nos parcours, on est nombreux à se reconnaître. Tout à fait. J'en profite pour... Et je salue la femme politique parce que j'ai rencontré beaucoup de personnalités. Vous êtes celle qui est allée le plus loin dans cette détermination et cet acte de courage. J'ai un peu de sang breton, Finistère Nord. C'est une explication qui me va très bien. Le basque est tout à fait sensible à cette thématique. Comment est née cette idée ? Deux origines. Il y a 4 ans, j'ai eu le plus beau moment de ma vie. J'ai un petit être humain qui est arrivé et qui porte le doux nom de Romy, qui est ma fille, et je suis devenue maman, alors même que j'étais ministre. Quand on est ministre, effectivement, on a un agenda de ministre, on a très peu de temps, comme d'ailleurs beaucoup d'autres de nos compatriotes qui travaillent beaucoup. Et très vite, s'est posé la question de l'alimentation de ma fille, une fois que j'ai eu arrêté de l'allaiter. Et j'ai toujours mis un point d'honneur, malgré ces agendas compliqués, et grâce au soutien, évidemment, de son papa, mon mari, de la faire manger correctement. Et donc, malgré les agendas, j'allais faire le marché et je me débrouillais pour qu'elle mange des compotes faites par sa maman et pas des compotes industrielles. Faites maison avec des produits frais. Avec des produits frais, mais j'espère vraiment qu'on va y revenir, c'est un point de vue très pratique. C'est aussi un dossier dont vous êtes emparé, le fait maison et le... Exactement. Voilà. Tout ça est lié. Tout ça pour le portefeuille et meilleur pour la santé. Et puis... Quand Romy a eu à peu près 2 ans, je suis ministre des PME, du commerce et de la consommation. Et vous vous souvenez, cher Perico, qu'on a une période d'hyperinflation alimentaire très violente en 22, 23. À l'époque, avec Bruno Le Maire, on essaye de trouver des solutions pour faire baisser les prix. On parle des années 2000, pas 1922-23, 2022-2023. C'est tout récent, c'est très récent. On n'est pas centenaire encore. Non, mais parce que les gens se disent, c'était autrefois l'inflation. Non, c'est tout frais. Et donc, je fais beaucoup de déplacements en province, en France, pour aller aux rencontres des lecteurs, des entrepreneurs. Et j'ai un face au lecteur dans le Sud, tout ça est évidemment vrai, où une jeune femme qui est enseignante revient sur le sujet de l'alimentation et de la difficulté pour certaines familles modestes de faire des courses, avec ces prix qui ont augmenté d'à peu près 10% à l'époque. Et je lui dis, et en plus, il y a une double peine, si je puis me permettre, c'est que les familles les plus modestes sont souvent celles qui consomment le plus d'aliments ultra transformés, qui très clairement, double peine, sont ceux qui ont été les plus durement frappés par l'inflation, puisqu'il faut beaucoup d'énergie pour des aliments ultra transformés. Votre équation est très claire. On est bien d'accord. La double peine pour le portefeuille et pour la santé. Et là, je dis une phrase, je vous raconte l'histoire comme on a un tout petit peu de temps, je dis une phrase que je pense, ce qui est toujours mieux, je dis en fait... Fut un temps où on nous apprenait la base de l'équation alimentaire, de l'équilibre nutritionnel à l'école, et où effectivement les parents ou les grands-parents, ce qui est un sujet, étaient aussi mis à contribution. Et je dis, ce serait peut-être pas idiot de revenir avec un peu de bon sens à cette idée de donner un bagage à nos gamins pour que, peu importe leur origine sociale, ils sachent faire la différence entre des produits bruts et connaissent leur saisonnalité et comment on peut les consommer. Et là, cher Perico, parce que je suis aussi j'ai un petit caractère, dirons-nous, naît une polémique. Quelques heures après la sortie de cette interview, sur une chaîne d'infos, je vois un bandeau. Olivia Grégoire propose des cours de cuisine pour lutter contre l'inflation alimentaire. Je m'en souviens. Et là, je suis très en colère. Je suis très en colère parce qu'il y a eu un raccourci, une caricature d'un propos qui était moins idiot que celui qu'on m'a prêté. Et je suis encore plus en colère parce que je trouve que c'est un faux jeu de mots, une fausse caricature d'une vraie réalité. Je fais de la politique depuis bientôt 10 ans. J'entends, et je m'y intéresse depuis 30 ans, j'entends matin, midi et soir, peu importe les partis, j'entends beaucoup parler de justice sociale, d'égalité des chances. Vous savez, ces mots très jolis, mais qui, si on ne leur donne pas une réalité dans la vraie vie, deviennent des mots creux et vides, comme c'est malheureusement le cas sur certains domaines. Et je reviens sur le sujet de l'alimentation et je me dis, voilà un sujet de terrible inégalité. On a presque le même âge. Vous connaissez Maxime Le Forestier. Moi, il a bercé une partie de mon enfance. Dont cette chanson, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger. Pour apprendre à marcher, je me dis, c'est pareil pour apprendre à manger. Très beau cours de vie, très belle leçon de vie. Avant d'être ministre de la Consommation et des Entreprises, j'ai été en charge de l'économie sociale et solidaire, cette économie dont on parle assez peu.
qui est celle qui, notamment avec les associations, les coopératives agricoles, mène beaucoup d'actions à destination des plus fragiles. Et quand j'allais voir des épiceries sociales, des épiceries solidaires, certains des auditeurs qui sont là aujourd'hui les connaissent, souvent j'ai vu que les femmes qui accompagnaient ces femmes en difficulté, souvent ce sont des femmes, leur donnaient des paniers, vous savez, avec des fruits ou des légumes moches, et que bien souvent, sous les fruits et les légumes moches, il y avait une petite fiche recette. Parce que, quoi qu'on pense, les bien-pensants, on ne sait pas tous, peu importe ça dépend de sa culture, de son origine aussi géographique, familiale, comment cuisiner un panais ou comment cuisiner un potimarron. Et donc, je me suis dit, une fois que je serai plus ministre, ce qui a été assez rapide, dès septembre 2024, je me suis dit, je vais d'abord commencer par écouter. Et je veux dire à ceux qui nous écoutent que dans ce pays, on parle tout le temps de ce qui marche pas, mais si rarement de ceux qui se battent et qui font en sorte que ça marche. Et là, j'ai découvert, Perico Légas, qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'associations, des centaines de bénévoles, des milliers de gens qui aujourd'hui interviennent dans les écoles, qui se battent de l'Occitanie à la presqu'île de Crozon, qui se battent avec Bleu Blanc Cœur, que vous connaissez, avec Au Goût du Jour, avec Eurotoc, avec l'école comestible, évidemment avec la Semaine du Goût, que vous connaissez mieux que personne, le collège culinaire, la tablée des chefs, l'Annie étoilée, tous ces gens dont on ne parle jamais, qui aujourd'hui se battent pour rentrer dans des écoles et parler éducation alimentaire à nos enfants. Et je me suis dit, en écoutant aussi nos chefs, dont certains me touchent, me parlent. Je pense à Alain Fontaine, qui est un grand monsieur, maître restaurateur. Qui se mobilise. Je pense à Régis Marcon, immense chef. Je pense à Arnaud Faye. Je pense à Philippe Etchebest, à Thierry Marc. Je pense à Nina Métayer. Tous ces chefs qu'on voit parfois à la télé, souvent dans les journaux, et qui, lorsque je les ai appelés il y a 1 an, m'ont dit « Mais évidemment, on te suit et on est avec toi ». Donc depuis 1 an, j'ai travaillé silencieusement sur un sujet qui n'est pas d'économie, contrairement à mes habitudes. Et j'ai travaillé par rapport à l'existant, puisque le ministère de l'Éducation nationale est quand même un univers à part entière. Et j'ai fait en sorte, malgré l'instabilité politique, avec pas moins de 4 ministres différents en 12 mois, de présenter et de porter ce texte que je vous ai donc amené, qui propose de rendre obligatoire, on va y revenir, l'éducation à l'alimentation de nos enfants, de la première maternelle à l'entrée au lycée, ce qui ferait à peu près 1 séance par trimestre, soit 25 cours d'éducation à l'alimentation avant d'arriver au lycée. Ça ne grève pas le reste de l'enseignement public, on est d'accord, et privé. J'ai démarré à pas feutrer, parce que y a beaucoup de prétentions en général, et notamment dans l'univers politique, et moi je ne connaissais pas l'éducation nationale, et c'est pas avec une enfant en première section de maternelle que j'ai la prétention de la connaître. Évidemment. Donc j'ai écouté, j'ai travaillé évidemment avec les services du ministre, avec son cabinet, j'ai écouté aussi des syndicats de restauration scolaire notamment, pour voir comment faire au mieux. La réalité, c'est que bien souvent, et c'est la députée de Paris qui le dit, quand on veut apporter un nouvel enseignement ou renforcer un enseignement au sein de l'éducation nationale, bien souvent, depuis Paris, nous votons un nouveau programme, une nouvelle thématique. Bon. La réalité, c'est que nos enseignants, en aval, ceux qui doivent mettre en œuvre ce que les législateurs décident, en réalité, les journées ne font que 7-8 heures et on ne peut décemment pas créer de nouvelles obligations permanentes sans se soucier de la façon et des modalités dont ils vont la mettre en œuvre. Donc j'ai fait un travail de fourmi qui a consisté à identifier au sein du parcours scolaire les moments où on parlait déjà d'éducation à l'alimentation. Parce que oui, notamment dans le primaire, ce qui est essentiel auprès de la petite enfance, il y a des modules qu'on appelle Explorer le monde, Découvrir le monde, puis Sciences et technologies, juste avant la 6e, où est mentionnée l'éducation à l'alimentation. Mais l'éducation à l'alimentation, elle est mentionnée au milieu d'autres savoirs, qui sont tout aussi importants, je n'en doute pas. Gaspillage alimentaire, développement durable, sport et santé. La réalité, c'est que, comme l'enseignement à éducation à l'alimentation est un peu mélangé au milieu de ce panier d'enseignements fondamentaux, je propose avec ce texte de loi qu'on vérifie, qu'on expérimente, c'est l'objet, dans 4 très grandes académies, que c'est effectivement dispensé à nos enfants. Olivia Grégoire, on y revient dans quelques instants. Appelez-nous, auditeurs de Sud Radio. Je suis sûr que cette thématique vous passionne, vous concerne, vous touche, que vous avez un avis sur la façon dont la malbouffe se déploie en France, où on sait que les fast-foods et la grande distribution se portent bien et quelquefois on peut faire des rapports de cause à effet. À l'école, les cantines scolaires, vous voyez
voyez peut-être autour de vous des enfants qui oublient les valeurs alimentaires, qui mangent mal, et peut-être c'est quelque chose qui vous inquiète. Olivia Grégoire répondra à vos inquiétudes, à vos interrogations au 0826 300 300. Vous appelez Emmanuel Galasso qui prend votre appel. Je vous dis à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Olivia Grégoire, ancienne ministre et peut-être future ministre, parce que la vie républicaine aujourd'hui est mouvementée et active. En tout cas, députée de Paris qui prend à bras le corps et avec tout son cœur le thème de l'enseignement du goût à l'école pour combattre efficacement la malbouffe, parce que c'est évidemment par la transmission de ce savoir, c'est un savoir manger. L'acte alimentaire est un acte politique, social, culturel, environnemental. Si nous privons, surtout en France, notre jeunesse de cette connaissance, de cette intelligence, qui ne peut faire que du bien à notre environnement, à nos agriculteurs, à notre commerce extérieur, tout ce que l'on veut, et surtout à la vie familiale et à notre santé, parce que la malbouffe engendre des maladies. Donc, vous vous êtes emparé de ce sujet comme un enjeu politique majeur, et on vous moque un petit peu, d'ailleurs, là-dessus. Oui, on considérait peut-être d'autres priorités. Non, c'est une priorité. Et je voudrais y venir là très concrètement, Olivia Grégoire. Cette proposition de loi que vous allez déposer le 16 février prochain. D'abord, en 2 mots, comment est-elle articulée? Parce qu'attention, il faut que ce soit très efficace, il faut que ça corresponde aux réalités. Comment est-elle articulée? Ensuite, je vous demanderai quelles sont ses chances d'aboutir. D'abord, comment vous l'avez pensée? Je l'ai pensée très simplement. Je vous le disais juste avant, il y a quelques minutes. Je l'ai pensée en pensant à ce qu'il ne fallait pas faire. On évacue l'expérience ayant parlé. Donc, créer un nouvel enseignement à partir de rien depuis Paris et décider que toutes les communes de France et tous nos enseignants comme ça du jour au lendemain vont trouver les moyens, vont trouver les programmes, vont trouver le temps scolaire, c'est un songe, et je n'ai pas travaillé comme ça. J'ai travaillé... Il y a le personnel potentiel où il faut aussi le Aujourd'hui, ce sont les enseignants de notre communauté éducative qui, à chaque degré, que ce soit au sein des enseignements Découvrir et Explorer le Monde, puis au sein de ce qu'on appelle le parcours éducatif de santé, qui, avec le chef d'établissement, pour ce qui est du collège, anime un parcours éducatif au sein duquel l'éducation à l'alimentation est mentionnée, mais parmi d'autres. Parmi d'autres. Et je souhaite que cet enseignement ne soit pas facultatif, mais réellement obligatoire, en lien avec la restauration scolaire et la pause déjeuner. Vous avez établi le cadre. Le cadre est un cadre, comme on ne souhaite pas faire un texte descendant qui fait plaisir à l'ego, mais qui ne se met pas en œuvre. Moi, je propose quelque chose qui marche bien dans notre pays. En bon français, dans les entreprises, pardonnez-moi Perico, on appelle ça du test and learn. Oui. Bon, c'est une proposition de loi de test and learn, c'est-à-dire que je propose dans 4 grandes académies volontaires que dans les 18 mois qui viennent, on se mette en ordre de marche pour que cette éducation à l'alimentation soit obligatoire au plan académique, en lien avec la restauration scolaire qui doit être un temps d'apprentissage. Petite parenthèse, je rappelle un fait historique que vous connaissez par cœur. Il y avait déjà eu une initiative de ce genre sur 6 régions, portée, ça ne s'invente pas, par Jacques Lang, qui était très sensible à cette thématique quand il était ministre de l'Éducation nationale, et il y avait eu des clivages gauche-droite qui fait que tout avait été abandonné. Madame Najat Vallaud-Belkacem a dit on a beaucoup d'autres priorités que celle-là, et tout avait foutu à la... Donc il y a tout à reprendre à zéro, juste pour dire que voilà, la République avait été soucieuse, et que vous avez le courage de dire non, c'est très important, il faut le reprendre. C'est surtout, vous disiez tout à l'heure, ancienne ministre, peut-être future, etc. Je ne sais pas ce que je serai de futur, ce que je sais c'est que je suis désormais maman. Et ce que je sais, c'est que voir des enfants dans ce pays qui ne sont pas égaux devant le socle de connaissances minimum des fruits, des légumes, de l'équilibre nutritionnel et des saisonnalités, très important, me préoccupe beaucoup. Quand en parallèle, tous les politiques vont au salon de l'agriculture qui sera ouvert dès la semaine prochaine et bondissent comme des cabris dans les allées en disant à nos agriculteurs et à nos producteurs mais oui c'est important l'alimentation, et qui sont pas derrière moi pour porter ce combat, je peux vous dire aujourd'hui par exemple qu'Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, il n'a pas fallu que je l'appelle 3 fois pour qu'il me suive et qu'il m'accompagne. Pourquoi nos gamins ont envie, ma gamine de 4 ans a envie de fruits rouges au mois de novembre? Comment on fait pour que nos enfants aient le réflexe, comme nous avant, ou nos parents, de se dire, de fait, ce ne sont pas des produits européens? Parce qu'elles croient que c'est la norme. Toutes les semaines, on nous parle du Mercosur, on nous parle de souveraineté agricole, et on a des gamins, rappelez-vous, cher Perico, il y a 2 ans, j'avais fait ce sondage, qui ne font pas bien la différence entre un concombre et une courgette. La réalité, c'est que je pense que savoir manger est un savoir fondamental.
je pense que le contexte politique, puisque c'est le sens de votre question, en fait, rien n'est simple. Voilà, c'est le charme du moment. Je ne sais pas si c'était pareil avant, et je crains que ce ne soit pareil après. Rien n'est simple. Donc j'entends, et j'ai entendu en commission notamment, certaines critiques qui pour certaines sont fondées. Donc j'ai essayé d'améliorer mon texte pour rassurer. Mais j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent et qui notamment à droite estiment que l'école, et ça s'entend, beaucoup de Français pensent pareil d'ailleurs, je pense qu'on aura des auditeurs qui vont me dire ça. Il y en a déjà une. Lire, écrire, compter, on n'arrive déjà pas le bien à le faire avec nos gamins. Est-ce que vous êtes sûr que leur apprendre à manger, c'est le rôle de l'école, c'est pas le rôle des parents? Alors moi je vais être très pragmatique, bien sûr que c'est le rôle des parents, mais je le disais dans un groupe de presse ce week-end Centre-France, si les parents le font mal ou pas, on fait comment? Qui le fait? Alors justement. Et deuxièmement, j'ai envie de dire, comme ça vous aurez les deux axes qui ont pu être des axes de critique. À gauche aussi, moi je mets en article 2 dans ce texte, au-delà de l'expérimentation, un fonds d'action où je mets un peu d'argent public que j'ai réussi à trouver, mais aussi que je dis aux entreprises qui pour certaines se mobilisent déjà, vous pourrez contribuer en mécénat pour essayer de faire en sorte que nos enfants à l'école puissent avoir des cantines pour certaines mieux adaptées à ce type d'enseignement, et pour qu'on puisse aussi former des enseignants et des encadrants. Vous impliquez toutes les forces vives du pays, et c'est ça. Non, mais parce qu'on me dit souvent, et notamment à gauche, mais le texte fonctionne même sans le fonds d'action. Oui, mais l'ambition sera un peu coupée, il ira moins loin, il ira moins fort, et on aura encore, puisque c'est ça la politique, faut regarder le bout du chemin, des communes riches où les enfants auront de belles cantines, où ils pourront avoir des cours d'éducation à l'alimentation, et des communes très modestes, pour pas dire, pour certaines avec des cantines non salubres, qui ne pourront pas faire ces ateliers. Donc c'est vrai que je mets un dispositif financier pour l'aider. Alors justement, nous avons Christophe qui nous appelle du Tarn. Bonjour Christophe. Bonjour Perico, bonjour Madame la ministre, oui. Merci de nous appeler. Vous êtes déjà préalablement, vous êtes père de famille, vous avez été confronté à... Oh là là, moi j'ai 62 ans, mes enfants sont grands. Oui. Voilà, j'habite à la campagne. Et en vous écoutant, j'étais en train de déjeuner. Et du côté de Madame la ministre qui a de bonnes idées, et toujours faire des lois, mais est-ce qu'il ne faudrait pas éveiller simplement la curiosité? Moi, je suis en train de je m'étais fait des petits pois là, déglacés au vinaigre avec des échalotes. C'est pas très compliqué de vouloir les manger. C'est une volonté. C'est une volonté. Il faut avoir envie. Et dans un pays comme le nôtre, où on est dans l'opulence de tout, et en plus, les jeunes, ils ont les portables. C'est pas très compliqué. Vous tapez topinambour recette, ça sort. Moi, je le fais à 62 ans pour travailler des trucs différents. Mais il faut être curieux de ça. Topinambour, pané, ce que vous voudrez, des légumes, des trucs. Mais vous avez vu les pubs qu'on a sur les... Moi, je regarde pas la télé, mais quand on allume la télé, c'est la malbouffe, c'est les fast-food. Vous rentrez dans des supermarchés, des rayons de chips, de gâteaux, apéros, ça. Mais excusez-moi, je vais dire quelque chose de un peu vulgaire, mais ça dégueule de choses comme ça. Les industriels sont coupables. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Il a raison. Il faut éduquer. Elle a raison. Bien sûr. Votre question, Christophe, c'est comment susciter, au-delà de la législation qui est nécessaire pour créer un cadre scolaire, comment susciter chez le consommateur et chez les jeunes l'envie de consommer des choses qui font du bien à tout le monde? Par quel moyen? Avec les moyens sociaux, vous allez me dire, est-ce qu'on peut pas alerter davantage le consommateur? Déjà, cher Christophe, bon appétit. Merci. C'est un peu loin le Tarn, mais je serais bienvenu pour déjeuner, mais je vais être là pour le goûter plutôt. Mais moi je suis musicien, donc je suis souvent à la maison, donc je me fais 3 repas par jour. Vous devez être en bonne santé. Vous êtes où exactement dans le Tarn, Christophe? À côté de Lavore. Oui, bien sûr. Très beau terroir. Voilà. Alors, vous avez très beau terroir. Vous avez raison sur plusieurs points, mais je vais reprendre votre exemple très concrètement, cher Christophe, sur topinambour et pané. Alors, là où vous avez raison, c'est qu'on caricature beaucoup nos jeunes. Et j'ai fait un sondage important pour m'accompagner dans ce texte de loi, qui démontre assez clairement que les jeunes se servent aussi, et de façon équitable, des réseaux sociaux pour trouver des recettes, et des recettes saines de produits bruts. Donc en fait, nos enfants, les 15-24 ans, les jeunes adultes et les ados, se servent des réseaux sociaux soit à part égale, soit pour aller chercher ce qu'on appelle de la junk food, soit pour aller chercher des recettes healthy, saines, à partir de produits bruts. Donc déjà, je leur jette pas la pierre, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne vont pas
que voir des recettes de trucs plein de fromage fondu et plein d'aliments ultra transformés. La réalité, c'est que vous parliez de votre âge, un peu plus de 60 ans. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a perdu ça, on a perdu cet enseignement de génération en génération. Et je vais vous dire, j'ai un peu l'impression que c'est ma génération, moi j'ai eu 47 ans, qui est la génération de rupture. La transmission, c'est mal fait. Alors, moi, on me l'a faite. Voilà, bien sûr. J'ai eu la Bien chance sûr. de l'avoir. Heureusement. Mais tout le monde ne l'a mais pas je eu. vois que tout le monde ne la fait pas. Et j'aime pas, en ce moment dans la société actuelle, on est vraiment dans une société du bouc émissaire, de qui c'est la faute. Bon. C'est la tendance. De qui c'est la faute, je sais pas. Où on trouve la solution, ça m'intéresse plus. Qu'est-ce qu'on a ? On a des familles qui ont explosé depuis 25 ans. Monoparentalité, papa solo, maman solo. C'est plus compliqué en solo, je l'admets, et ça peut être plus compliqué. On a aussi, je reviens sur votre histoire de la volonté, on a aussi des horaires décalés. Il y en avait à l'époque des 3-8, ça m'a pas échappé. C'est mais encore pire. Quand vous êtes seul, maman ou papa, avec un enfant, et que vous êtes aide-soignant, ou anesthésiste, ou agent de sécurité, moi je donne pas de leçons. Je peux comprendre que le frigo soit pas plein tout le temps de bonnes choses, et parfois de choses déjà préparées. Ce que je remarque juste, ça va jusqu'à ce que mon ami Richard Ramos, député Modem, dit souvent, jusqu'au temps du repas. On mange en nomade maintenant. Vous avez remarqué, tout le monde vient chercher son truc dans le frigo. On expédie. Et puis on marche, l'un devant le canapé, l'autre dans sa chambre. Donc on a perdu l'échange de la discussion avant le repas, on a perdu la connaissance des produits et les histoires autour des produits, et on a même perdu le lien du temps du repas. Bien sûr, et je le dis en tant que maman plus qu'en tant que femme politique, tout ça relève du rôle de la famille, et vous avez face à vous une femme qui n'a pas très envie, même pas du tout, que l'État vienne fourrer son nez ni dans mon frigo, ni dans ma chambre à coucher. Donc moi j'appelle tout le monde à avoir cette conscience, d'autant plus que cette conscience, elle est bonne pour votre estomac, elle est bonne pour votre santé, elle est bonne pour votre portefeuille, et elle est bonne pour nos agriculteurs. La réalité, et la politique, c'est du réel, c'est que on a aujourd'hui beaucoup de parents qui ont envie de bien faire, notamment chez les 35-naires, 40-naires, mais qui ne savent plus ou qui ne savent pas par quel bout prendre le machin. Ils n'ont pas forcément les codes. En tout cas, vous dites bien, Olivier Grégoire, que l'instant de table est un acte social et culturel et humain. On y revient dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous appelez Emmanuel Galasso. Olivier Grégoire répondra à votre question parce qu'il est évident que vous êtes concerné et intéressé. Comment combattre la malbouffe et comment réintroduire dans notre jeunesse les valeurs alimentaires qui fait que la France est un pays où il fait bon vivre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Perico Légas est très fier de recevoir Olivier Grégoire. Nous menons ce combat en commun. On a peut-être des divergences politiques sur les orientations politiques de la France, sur le personnel politique, mais nous sommes des patriotes et des républicains. De l'assiette. Et nous avons compris que l'essentiel, voilà, autour du contenu de l'acte alimentaire, c'est notre patrimoine agricole, c'est notre patrimoine culturel. Du contenu de l'assiette dépend l'avenir de demain, et nous avons une jeunesse au pays du bien manger dont on pourrait penser qu'elle est très éduquée. On en parlait aux antennes à l'instant. Olivia, vous me disiez que votre fille, elle connaît, et les miens, nos enfants connaissent le nom des produits, le nom des fromages, peut-être pas tout, mais enfin ils savent. Et autant vous avez une jeunesse qui ne fait pas la différence aujourd'hui entre la viande et du poisson, et quand vous citez un nom de légume ou un nom de volaille, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Cette nécessité vitale, votre proposition de loi va être déposée le 16 février. On va mettre, c'est le cas de dire, mettre les pieds dans le plat. L'idée est très belle. Je suis sûr que vous êtes entouré de gens qui vous disent formidable. Dans la réalité concrète, dans le cadre de l'Assemblée nationale où vous siégez, est-ce que vous sentez un consensus très clair et très strict pour que ce projet de loi aboutisse ? Déjà, je tiens à vous remercier parce que l'enthousiasme et le soutien qui est le vôtre n'est pas nécessairement celui qui m'étreint dès que je parle du sujet. Donc, parmi les choses critiques en ce moment, dans mon panier de critiques qui est assez fourni, j'ai le fameux « franchement, vous n'avez pas plus urgent ». Alors je rappelle, votre projet c'est pas d'apprendre à faire des gâteaux à l'école et de faire de la... Alors la gastronomie c'est très bien, on n'apprend pas à faire de la cuisine avec un tablier, on apprend aux enfants à savoir s'alimenter en fonction de produits sains qui font du bien au pays, à eux et à notre culture alimentaire. C'est de la pédagogie pure. Pour ceux qui nous entendent et qui connaissent les programmes, ce qui est le cas de nombreux Français,
Encore une fois, je ne dis pas que ça n'est pas mentionné dans le code de l'éducation. Pour l'avoir lu, c'est mentionné une fois. Alors les mentions, c'est très bien. Donc, on aime bien je les actes. veux juste vérifier que dans la vraie vie des bêtes, comme on dit, ça existe. Et j'ai comme un doute. Si, après 18 mois d'expérimentation dans les 4 académies volontaires, on me dit mais tout roule bien, ça marche dans toutes les écoles, de toutes les communes, des 4 académies volontaires, etc. Très bien. J'ai comme un doute aujourd'hui. Quel est globalement l'accueil est plutôt bon. Je vais être très concret. Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Marc Fesneau, Mathilde Panot, Monsieur de Courson sont-ils venus vous voir en disant Olivier, on te soutient parce qu'on se tutoie. Mais vous savez, on est avec toi. De quoi as-tu besoin? D'abord, quand on est toujours plus longtemps ancien ministre que ministre. Oui. Donc moi, je suis redevenu... c'est sa vie et tout va très bien. Alors là, on était à vie en tant que ministre, ça c'est un phénomène unique. Je suis redevenu une députée... et c'est honorable, et c'est un mandat qui m'honore. Et donc, je n'ai déjà pas eu affaire, contrairement à certains sujets, cher Perico, hein, je suis pas sûr que ça aurait été un sujet sur l'immigration ou l'augmentation de la taxation des impôts des entreprises. Je ne doute pas que j'aurais eu des signaux de tout le coin de l'échiquier politique. Moi, j'ai plutôt travaillé avec des députés qui sont pas des stars, mais qui sont des députés engagés sur ces sujets. De terrain. Allez, et je les respecte. Je pense par exemple à Boris Tavernier, député écolo. On n'est pas d'accord sur tout. Il a porté un certain nombre d'amendements. On a pu échanger de façon plutôt éclairée. Mais je suis pas avec des stars. Je vous dis ça parce que la dernière fois que j'ai cité, c'est pareil, en plateau, tous ceux avec qui je me bats sur mon deuxième combat, qui est la mode. Là, je vous parle de président de groupe qui ont la mais clé. J'ai pas eu de président de groupe à date. Voilà. Ou leurs représentants au sein de l'Assemblée. Ont voté en commission ce texte de loi. Et je pense que c'est effectivement un sujet plutôt consensuel. Il a été adopté en commission, sauf son article 2, qui doit donner un bras armé et financier pour permettre d'améliorer les cantines scolaires dans certaines communes modestes. Donc ça va être mon combat le 16. Qu'est-ce qui a tiqué sur l'article 2 ? C'est toujours un peu la même chose, et je l'entends, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs en commission, c'est que, bon, je vais vous dire... les choses très simplement. Ici, c'est le parlons vrai. Oui, mais c'est le bien thème pour de la ça radio, que vous j'aime bien connaissez. Merci de l'invitation. On n'est pas très riche, ça a échappé à personne. Les finances publiques sont un peu dans le rouge. Bon. Donc, moi, je suis pas arrivé en disant, même si j'espère que ce sera un des sujets de la présidentielle, comme vous le disiez au début, il faut 1 milliard, 2 milliards ou 5 milliards sur l'alimentation dans nos écoles. Olivier Grégoire, préalable très simple. La bonne bouffe, combattre la malbouffe, c'est faire des économies sur la Sécu. Des milliards d'économies, on est d'accord ou non ? 125 milliars. Institut vous proposez Montaigne. 125 milliards d'économies. Donc vous avez tous les groupes qui sont à vos genoux en vous suppliant de faire passer ce projet de loi tout de suite. Presque. Le gouvernement vous supplie d'aller jusqu'au bout. Presque. Déjà, tant qu'on m'en empêche pas, c'est une bonne nouvelle. Moi, je dis, on n'a plus beaucoup d'argent là au moment où on se parle dans le budget, donc j'ai trouvé des lignes budgétaires, on va pas embêter les gens sur l'heure du déjeuner là-dessus. Je dis juste, il y a aussi des entreprises, pour certaines de l'alimentaire, d'autres non, qui au moment où on se parle, et depuis des années, financent de l'éducation à l'alimentation dans nos écoles en mettant de l'argent dans leurs fondations. Donc moi j'ai un parti pris très simple, je dis plutôt que de laisser 15, 20 entreprises, chacune dans sa fondation, mettre un peu de sous, pourquoi on ne ferait pas un pot commun pour que toutes les entreprises mettent des sous et qu'on puisse financer des opérations de plus grande envergure, de rénovation de cantines et aussi de formation du personnel comme la Fondation Nestlé, qui est une des premières. Comme la Fondation Avril, donc comme la Fondation... Ils sont soucieux de ça. Ils le font, mais comme on n'aime que les taper, ces acteurs, on les entend jamais. Carrefour, via sa Fondation Carrefour, c'est une discussion que j'ai eue avec Alexandre Bompard, fait des choses. La réalité, c'est que chacun est dans son couloir, comme souvent dans ce pays. Donc moi, je dis, et si on ouvrait un grand couloir où tout le monde mettrait des sous et où les entreprises ne chercheraient pas, et ne pourront d'ailleurs pas chercher, je vais l'écrire dans la loi, dans l'amendement que je rapporte le 16 février, elles ne pourront pas dire, moi j'ai contribué à refaire la cantine de Trifouilly-les-Oies. C'est comme si on reprochait à Alfred Nobel d'avoir fait le prix Nobel de la paix. Il était le fabricant de la dynamite. Il a le droit de faire le Nobel de la paix en disant j'ai fait des bêtises et je veux réparer. Olivia, c'est un vrai débat économique derrière ça. Est-ce que nos entreprises ont le droit de financer leurs externalités négatives ? J'ouvre le débat pour 27 parce que c'est un vrai débat. Nous avons Chantal qui nous appelle de Bastia en Corse où l'instant de table est important et où, j'allais dire, l'acte alimentaire est constitutif de l'identité de la Corse sans autre sujet politique. On vous écoute, Chantal. Oui, bonjour Madame Grégoire. Alors, comme vous disiez, Monsieur Perigo, comme vous disiez, il faut arrêter l'idéologie. Je pense que la santé de nos enfants, c'est primordial. On va faire des économies à la sécurité sociale,
c'est du préventif, donc c'est important. Maintenant, s'il faut aller chercher de l'argent, il y a des moyens aussi. Quand je vois dans les supermarchés, la TVA des boissons gazeuses, des chips, qui sont à 5,5, je me dis que si déjà on veut réduire la malbouffe, eh ben il faut les mettre à 20%. Déjà. Et enlever les TVA sur les fruits et légumes. Chantal, c'est un projet, je vous interromps juste pour vous dire que c'est un projet du groupe socialiste au Sénat qui a proposé que l'on augmente la TVA sur les produits qualifiés de malbouffe. Évidemment, ça n'a pas abouti, les Républicains n'ont pas été d'accord. Oui, mais justement, parce qu'on est toujours dans l'idéologie. Moi, je ne suis pas une fan de M. Macron. D'accord ? Ça n'empêche que Mme Grégoire, même si elle a fait partie de son gouvernement, à un moment, il faut penser à nos enfants et être un peu intelligent. C'est-à-dire que si on est là toujours à regarder de qui ça vient ou de qui ça vient pas, c'est pour ça qu'il faut penser à la France. Bien sûr, mais bon. Et aux enfants. Je veux dire, à un moment donné, qu'ils arrêtent avec leur sauce, là. Que un coup, c'est le PS qui est pas d'accord, un coup, c'est le LR qui est pas d'accord, un coup, c'est LFI, écoutez. Pensons un petit peu. Je pense que Mme Grégoire a une très bonne idée. Après, on peut en discuter, hein, parce que la Fondation Avril, ça me fait doucement rigoler, mais pourquoi pas? Ils participent, et ben pourquoi pas? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre l'argent où il est, et je pense que oui, la TVA aurait été une bonne idée, et tous ces fast-food, on est en train de perdre toutes nos brasseries, tous nos restos, je veux dire. Donc à un moment donné, vous savez, moi j'ai été à l'école, parce que comme je suis handicapée, j'ai été dans une école spécialisée. Dès la 6e, j'avais des cours de cuisine. Je l'ai même présenté au BEPC. C'était obligatoire, parce qu'étant donné... On s'en souvient, les anciens s'en souviennent. C'était dans le programme scolaire. Oui, puis nous, comme nous étions... ou aveugles ou malvoyants, il fallait qu'ils nous apprennent à être autonomes. Donc c'est vrai qu'on avait des cours de cuisine qui étaient très poussés parce qu'il fallait qu'on apprenne à être autonome. Et j'étais pas dans une école publique, vous pensez bien, mais ça fait rien. Et je souhaite que tous les enfants, donc on nous apprenait à cuisiner, on nous apprenait les fruits et les légumes de saison, eh bien pourquoi pas. Je préfère qu'on apprenne ça aux enfants que la théorie du genre. Chantal, on a compris votre message. Olivia Grégoire vous répond, je précise, est-ce qu'il y a, vous sentez Olivia dans votre démarche politique, des clivages idéologiques qui viennent se greffer sur ce débat qui est un débat de consensus national? Oui, mais là où vous avez raison, madame, c'est que j'ai même eu... de Bastia. De Bastia, j'avais pas entendu. Bonjour Chantal. Et je suis un peu jalouse parce que Bastia me manque et la Corse en général. Vous soulevez des points, chère madame Chantal, qui ont été abordés lors des débats qu'on a eus il y a une dizaine de jours, par exemple sur la TVA. Moi, je pense que c'est un des gros sujets qu'il va falloir pousser en 2027. Je vais pas vous enquiquiner, surtout à l'heure du déjeuner, mais il y a 2-3 faits importants sur la TVA. Alors, qui peuvent vous énerver, hein, et je m'en excuse, mais ce sont des faits. D'abord, la TVA, on a toute une ribambelle de taux différenciés. Vous avez remarqué, quand vous allez, par exemple, au restaurant, c'est pas le même sur les boissons que sur les plats. Bon, on est un des pays en Europe qui avons le plus de taux différenciés de TVA, et peut-être, moi je ne ferme la porte à rien, que réfléchir à ces taux serait une idée. Je vous mets en revanche, je vous partage une expérience. Je vous mets pas une alerte, je vous partage une expérience. L'année dernière, des députés très sérieux ont voté l'augmentation des taxes sur les sodas sucrés. Et comme je fais mes courses, je suis allé quelques mois après faire mes courses, quelques semaines après, dans un hyper en dehors de Paris. Et là, j'ai vu que devant le linéaire d'une très grande marque de cola, il y avait une affiche qui avait été déposée par le fabricant expliquant que les prix avaient augmenté et que ça n'était absolument pas la faute de ce fabricant de cola, mais la faute des députés, le mot était écrit sur le panneau, députés qui avaient voté une augmentation de la TVA sur les produits sucrés. Ce que je veux vous dire, Chantal, c'est que moi, je ne l'ai pas voté, cette augmentation de TVA sur les produits sucrés. Pourquoi? Et on peut le trouver dans les archives de l'Assemblée, je l'ai dit en prenant le micro. Parce que l'histoire a démontré,
c'est valable uniquement pour les hausses de TVA, que lorsqu'on augmente les taxes sur ces produits de consommation courante et souvent de consommation populaire, la taxe est intégralement répercutée sur le prix final du bien de consommation. Dit autrement, c'est pas les industriels qu'on tape avec cette taxe, c'est les gens. Les consommateurs. Et comme je le disais tout à l'heure à Perico Légas, quand il y a eu beaucoup d'inflation, qu'est-ce qu'on a remarqué ? On a remarqué que malgré tout, et je ne peux pas, et je ne veux pas leur jeter la pierre, certains parents continuaient à acheter soit les colas dont je parlais, soit des pâtes à tartiner ultra transformées, malgré l'explosion du prix, parce que c'était l'achat, entre guillemets, plaisir coupable, mais c'était un achat dont ils ne pouvaient pas se priver vis-à-vis de leurs enfants, quitte à virer les gâteaux et les glaces, mais il fallait préserver ça. Je peux l'entendre. Les addictions elles jouent un rôle important. Oui, Olivia, mais ce que je veux dire, c'est que la fiscalité est un bon outil, chère Chantal, à une seule condition, c'est qu'on crée le mécanisme pour pas que ce soit les pauvres gens en bout de chaîne qui le payent, parce qu'aujourd'hui, on l'a toujours pas démontré, et il y avait d'ailleurs un restaurateur qui voulait faire ça pour les fast-food, et qui a pris le mur aussi à cause de ça. On y revient dans quelques instants. On est sur Sud Radio avec Olivier Grégoire. Nous parlons de la malbouffe de la jeunesse et comment faire en sorte que nos enfants soient conscients des enjeux alimentaires de demain. Vous nous rappelez, je crois qu'il y a Xavier qui est à Hendaye qui va nous rappeler qu'on va voir en ligne. Et nous conclurons cet échange pendant encore un quart d'heure sur cet enjeu essentiel qui, à mon avis, donnera l'occasion de nous revoir, ma chère Olivier Grégoire. À tout de suite sur Sud Radio et vous appelez Emmanuel Galasso 0826 300 300. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Perico Légas reçoit Olivier Grégoire et nous débattons, j'allais dire, à cœur ouvert et à bâton rompu. Alors, ce sont des bâtons pleins de goût et de saveur sur les enjeux alimentaires et comment, j'allais dire, initier notre jeunesse à cette connaissance de l'acte alimentaire de façon à ce qu'elle se nourrisse bien, qu'elle soit heureuse, en bonne santé et qu'elle fasse travailler nos agriculteurs. Xavier, vous appelez d'Hendaye. Qu'est-ce que je peux vous appeler Chabi? Oui, bien sûr. Bon, alors, Chabi, quelle est la question que vous avez envie de poser à Madame Grégoire? Alors, j'ai une question et une remarque. Allez-y, la question, ça concerne la saisonnalité. Alors, je suis d'accord qu'il faut acheter des produits de saison. Mais alors, comment on peut expliquer qu'il y a des pommes toute l'année? Très bien. Et la remarque, c'est au sud de la Bidassoa, il m'arrive d'aller faire des courses. Et il y a déjà des TVA différenciés sur les produits agricoles bruts et les produits déjà transformés. Par exemple, si vous achetez des petits pois frais, c'est une TVA minimum, mais si vous les achetez en boîte, c'est plus la même TVA. Vous voulez dire que la législation du gouvernement espagnol a déjà entré, entre en compte? Il y a longtemps déjà. Hein. Bonjour. Oui, je vous écoute. Bonjour, cher Xavier. Enchanté. D'abord, je voulais vous dire que sur la question des pommes est intéressante, mais elle n'est pas exclusive. Ce que je veux dire, c'est que, et c'était pas le sens de votre question, mais sous prétexte qu'on trouve des pommes aujourd'hui toute l'année, ça nous empêche quand même pas de rappeler que les endives, les chicons, c'est plutôt en hiver, et les tomates en été, les fruits rouges en été. Donc, ça n'est pas parce que certaines saisonnalités, d'ailleurs par des pratiques d'ingénierie et parfois aussi d'intervention humaine, ont fait qu'aujourd'hui on a certains légumes ou certains fruits qu'on peut trouver toute l'année, que ça ne nous empêche pas l'effort sur le reste des produits bruts. Et moi je pense que c'est un effort important. Vous voyez récemment, je ne vais pas dire les noms parce que mon objectif n'est pas de faire leur pub, mais il y a deux acteurs de la grande distribution qui d'abord ont pris des engagements rapport aux produits sur le Mercosur et qui travaillent aussi beaucoup au fait de pousser des produits de saison dans le cadre de leurs opérations commerciales. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec le chou-fleur, par exemple, ces dernières semaines, pendant les fêtes. Qui est en crise. Il y a une surproduction. Et on a vu beaucoup. Et encore une fois, moi, Donnez les noms, Olivia. Je pense à Intermarché et Coopérative U. On fait des très grosses opérations. Voilà. Non, mais il faut les saluer. Pour soutenir aussi ces produits bruts de saison sur le coup. Donc Intermarché et Super U. On avait du mal à les écouler. La deuxième chose que vous dites, monsieur, pour connaître la Bidassoa et pour aimer le Pays Basque, pour y avoir vécu d'ailleurs,
c'est qu'il y a des TVA différenciés. La France, d'ailleurs, je répondais à Chantal encore juste avant, en a d'ailleurs toute une ribambelle. Et je pense, je le disais juste avant, que d'ailleurs pas que sur la restauration hors foyer, comme on dit, mais aussi sur la restauration, parce que c'est un de mes combats aussi, pour information, de soutenir nos maîtres restaurateurs et ceux qui font encore à manger dans les restaurants, puisqu'il vous a pas échappé qu'ils sont de moins en moins nombreux. Du fait maison. Parce que là aussi, ça coûte plus cher de faire maison que d'acheter parfois en grossiste et de réchauffer au micro-ondes. Donc je soutiens à la fois nos bistrots. J'avais déposé, quand j'étais ministre, un texte sur le fait maison pour faire en sorte que on informe mieux le consommateur sur ce qu'il mange. Et je pense, pour aller, non pas pour vous faire plaisir, Xavier, mais parce que je le pense, et j'ai appelé les acteurs à le faire, et je voudrais le faire avec eux, qu'on doit être force de proposition pour la présidentielle sur ce sujet. La fiscalité peut permettre un certain nombre d'évolutions. Il faudra juste qu'on en profite pour simplifier un peu, parce qu'on a déjà plusieurs dizaines de taux différenciés. Donc si on en recrée d'autres, j'appelle à ce qu'on en simplifie certains pour pas qu'on se retrouve avec 50 taux différenciés de TVA. Mais oui, la fiscalité est un bras très utile, et je pense qu'il faudra l'activer dans le cadre d'une loi cadre, entre guillemets, que j'appelle de mes vœux, sur l'alimentation pour l'élection présidentielle. Au Pays Basque, je pense pouvoir affirmer que la conscience de l'enjeu alimentaire, par tradition locale, par culture nationale, est un enjeu important, et que ça joue un rôle déterminant quand il y a déjà cette prise de conscience au niveau social. Olivia Grégoire, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait penser à une décentralisation de cet enjeu? Est-ce qu'au niveau régional, on pourrait pas aussi, avec les pouvoirs dont disposent les régions, de faire en sorte qu'il y ait, dans la continuité de votre projet de loi, l'application locale, en tout cas sur, on recense tous les produits agricoles d'une région pour les cantines, et est-ce qu'en périscolaire, on touche pas au programme d'éducation qui dépend de l'État, les autorités régionales pourraient pas organiser une prise de conscience, une mobilisation? Alors, dans la vie comme en politique, moi j'aime pas les généralités, donc je vais pas dire les régions, parce que c'est tellement hétérogène. Celles qui voudront bien. Il y en a qui sont exceptionnelles. Là, il y en a 4 déjà dans votre projet qui doivent être. Il y en a 4 il y en a 2 qui ont déjà témoigné de leur souhait d'être possiblement volontaires. Je vais attendre d'en être 4. Alors, et s'il y en a d'autres qui veulent venir, est-ce que vous les accueillez? On les accueillera, et je ne doute pas que le ministre de l'Éducation nationale saura élargir le champ de l'expérimentation par le biais du décret qu'il prendra pour mettre en œuvre cette texte de loi. En bonne intelligence avec l'agriculture et l'alimentation. Évidemment, de toute façon, mais c'est un des avantages, un des inconvénients du sujet, cher Perico. C'est-à-dire, comme c'est interministériel, comme on dit, donc ça concerne l'éducation nationale, l'agriculture et l'alimentation, mais aussi la santé et solidarité. Donc, par expérience de ministre, quand il y a plusieurs ministères qui sont en charge, c'est à la fois une bonne nouvelle parce qu'on a plus de force de frappe, ça peut être une mauvaise nouvelle aussi parce que tout le monde pense que son voisin est en train de s'en occuper. Vous voyez, donc ça peut prendre du temps aussi. Vous avez vu que Sébastien Lecornu demande à passer une loi. Oui. Toute la relation collective d'État devra faire appel à des produits européens. Le Premier ministre, je n'en doute pas, l'a démontré d'ailleurs localement à Vernon, a une vraie conviction en la matière. Et la deuxième jambe de ce texte de loi que je porte, c'est effectivement la restauration scolaire, et je salue, au-delà de sa prise de parole, sa volonté de passer à l'acte. On est quand même dans un pays où en 2026, quand un établissement scolaire veut voir quelles sont toutes les associations agréées et disponibles pour intervenir dans l'établissement, il ne sait pas où trouver ses coordonnées. Vous voyez, donc il y aura un décret après ce texte de loi qui doit recenser tous les acteurs de l'alimentation au niveau local pour que, en fonction de la localisation de l'établissement, on puisse faire venir qui des diététiciens, qui des producteurs locaux. Et effectivement, alors certaines régions le font avec ce qu'on appelle, vous le savez, des plans alimentaires territoriaux. Ça marche bien. Comme ça marche bien, on n'en parle pas. Donc, il faut en parler des pâtes. Et vous voyez, les pâtes, c'est pragmatique, c'est à hauteur de bassin de vie, de bassin d'emploi. Et les pâtes, c'est des financements publics-privés. Donc, pas trop de pudeur de gazelle sur les financements publics-privés pour aller aider des communes modestes, comme je le propose dans le texte de loi. On le fait déjà avec les pâtes. C'est pas un truc d'intellectuel, moi, ce que je propose. C'est un truc bourré de bon sens. Que des éleveurs, que des restaurateurs, que des cantiniers, que des agriculteurs, des diététiciens viennent dans nos écoles expliquer à un gamin, en plus c'est drôle, l'histoire du topinambour.
Quand il mange du céleri rémoulade, vous avez déjà montré un céleri rave à un gamin? Il croit que c'est un martien. C'est très rigolo. Olivia Donc Grégoire. faisons ça avec conscience, avec humour. Mais je le redis, pour moi c'est un sujet de protection de l'enfance et c'est un sujet de terrible inégalité. J'entends et je salue ceux qui s'intéressent et qui me disent oui mais enfin c'est le rôle des familles. Oubliez pas quand même qu'il y a certaines familles qui n'y arriveront pas. Est-ce que c'est normal de laisser nos enfants dans l'ignorance? Grégoire, je vous cite à comparaître sur cette antenne pour nous donner le résultat de votre Avec démarche, comment la République vous traite. On n'a pas parlé du Nutri-Score, tout ça c'est un jeu important. Je reviendrai. Alors vous reviendrez. Parce que moi c'est Origine Info et on va continuer à préparez votre agenda parce que je vais avoir besoin de votre témoignage et j'allais dire votre soutien parce que c'est un combat que nous menons aussi sur cette antenne. Quant à nous, je vous dis à demain et là je vous laisse en compagnie d'excellente Brigitte Lahaye qui va parler aussi de sensorialité, peut-être sur un autre registre. On a aussi besoin d'amour quand on parle de ces enjeux. Merci Olivia Grégoire d'avoir été parmi nous. Et donc à très vite. À bientôt.